Et de retour à l'hôtel de ville du Havre pour ce premier forum des associations. Vous êtes bien en direct de Westrack Radio. C'est toujours Tiffany avec vous et Mathieu est toujours avec moi. Toujours là, Mathieu. Mais bien évidemment. 3 nouveaux invités viennent d'arriver sur notre plateau. Je vous le rappelle, nous sommes en direct du coup de ce forum des associations avec 4 villages et donc 4 tables rondes pour parler de l'engagement, mais pour parler aussi de la culture. On parlera de plein de choses. Les 4 pôles présents, les 4 villages présents, ce sont le sport et la jeunesse, culture, patrimoine et art vivant, action et insertion sociale, défense des droits et des causes. De quoi vraiment découvrir tout le panel d'associations qu'il y a sur le Havre. Du coup, autour de la table viennent de nous rejoindre Yann Le Boulba pour Boulevard des Artistes. Bonjour. Bonjour. Aubery Lecoq pour le Fort. Bonjour. Bonjour. Et enfin Laetitia Passard pour le Centre chorégraphique national Le Phare. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Super. Il fait beau, vous avez des petites bouteilles d'eau, des petites madeleines, tout va bien ? Et tout, Oui, c'est oui. royal. On adore le gel hydroalcoolique. Le spray, exactement. Alors ça, il faut pas le C'est boire. très Par bon. contre, l'eau, oui. Ça se boit pas. Non. C'est pas parce qu'il y a alcool dedans, mais bon. Voilà. Il avait tout compris, Mathieu. Donc du coup, on part sur une table ronde, cette fois-ci autour de la culture, Mathieu. Oui, c'est ça, la culture au sens large. On a ici un panel d'interlocuteurs, d'intervenants qui officient dans des disciplines un petit peu différentes. Mais Tiffany, je vais te laisser d'abord démarrer ce tour de table. Alors tu vas me passer le plateau pour que je le repasse, puisqu'on va faire un petit tour de table sur qui fait quoi, quelle est votre association. Du coup, Yann Le Boulba, je vous laisse présenter ce que c'est Boulevard des Artistes. Alors, Boulevard des Artistes, c'est une association, loi de 1901, c'est pour ça que nous sommes au forum aujourd'hui, qui a été créée il y a quelques mois, juste au moment du Covid. C'est pourquoi on était très preneurs d'avoir un peu de visibilité. Par contre, on a été extrêmement présents sur tout ce qui est réseaux sociaux et web, par le biais de notre site, qui a été effectivement extrêmement suivi et qui a été un outil de promotion des artistes important pendant cette période-là. L'objectif de l'association est extrêmement simple, c'est la promotion des artistes normands dans la plupart des disciplines. Donc pour cela, vous pourrez faire un tour, je vous invite à faire un tour sur le boulevard des artistes. Et donc vous verrez que nous avons maintenant des antennes en Normandie. Le siège principal est au Havre. Nos locaux sont au 260, on est dans la ville haute, au 260 rue du Bois-au-Coq, peu après le tunnel Génère. Et nous faisons une ouverture publique à la presse, aux médias, le 2 octobre à 18h, ainsi qu'un grand rendez-vous artistique pour tous les musiciens également qui nous suivent. Alors, qu'est-ce qu'on fait très rapidement ? On a un studio photo, on fait du booking, on fait de la vidéo, on crée des événements. On aura bientôt un festival qui va être monté en partenariat avec le Magic Mirror le 16, le 17 et le 18 avril, qui sera uniquement consacré aux artistes du territoire. Donc ça, c'est quand même important de le souligner. On fait également des prestations de metteurs en fête. Nous sommes un laboratoire d'idées, on a une plateforme collaborative et très rapidement, on est un collectif de professionnels de la culture et de la communication. Et donc, on a un grand espace de coworking dans ces locaux-là. Donc, je vous invite, ceux qui le peuvent, à venir nous découvrir. La porte est ouverte 24/24 pratiquement. Et nous avons un directeur artistique, Grégory Constantin, qui est ici présent sur le forum et qui effectivement anime au quotidien notre association. Mais vraiment à retenir, c'est un outil de promotion artistique pour l'ensemble des artistes du Havre. Et ça n'existe pas, c'est quand même important de le souligner dans une période où l'ensemble des artistes ont besoin de visibilité. Et Je me permets une petite question parce qu'effectivement, Boulevard des Artistes, c'est un collectif qui rassemble un ensemble de structures. Yann, est-ce qu'on pourrait parler en particulier de ta structure qui est assez jeune, qui est naissante, donc je crois ton activité de booker, Oui. Tu trouves des dates. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que aujourd'hui au Havre, on a quand même un certain nombre d'outils extrêmement intéressants. Comme chacun le sait, on a des structures comme le Tetris, qui est une structure de diffusion, d'accueil d'artistes en résidence. On a effectivement le SEM avec les studios de répétition, qui est quelque chose, moi qui suis un peu plus ancien que certains ici, mais ça a été une revendication pendant presque 40 ans, d'avoir des studios de qualité professionnelle. On a un conservatoire avec des classes, enfin on a les AMH, on a beaucoup de supports qui permettent effectivement à des jeunes talents d'acquérir des techniques et puis éventuellement de développer leur créativité. Cependant,
Le problème majeur, c'est la diffusion, effectivement, de nos artistes hors des structures du territoire. Et là, ça demande effectivement une connaissance des réseaux professionnels. Il y en a beaucoup en France, mais qui sont pas toujours accessibles à des jeunes qui démarrent, etc., pour lesquels tout ça est un peu étrange. Alors, on arrive à trouver des dossiers de subventionnement pour faire de la musique, mais ensuite pour la diffuser, se faire connaître, c'est plus difficile. Donc après très simplement, effectivement, après mon activité professionnelle à la ville du Havre, j'étais un peu connu pour ça dans le milieu culturel, pendant plus de 40 ans. J'ai monté une agence de booking puisque effectivement, il y en a pas au Havre. Et donc, simplement, le but, c'est aujourd'hui, je représente une trentaine d'artistes, dont la moitié qui sont du territoire. Que des artistes effectivement que j'ai envie de défendre, qui sont prêts effectivement à être professionnels. Donc ils le sont tous. La plupart sont effectivement intermittents du spectacle et Dieu sait que c'est quand même une période, même si il y a aujourd'hui des plateformes qui permettent à chacun, aux uns et aux autres, de survivre sur une période difficile. Mais enfin voilà. Donc c'est un outil nouveau et mon boulot est tout simplement de leur faire bénéficier de mon réseau et de placer des dates, de m'adapter à toutes les situations pour que tous ces artistes puissent effectivement avoir une visibilité professionnelle. Et pour revenir rapidement du coup à Boulevard des artistes, c'est quoi les attentes de l'association pour lors de ce forum, lors du forum d'aujourd'hui? C'est effectivement pour nous, c'est d'abord nous faire reconnaître, puisque on a une activité. En réalité, l'activité a commencé au moment des 500 ans du Havre, lancée par Grégory Constantin. Depuis, ça s'est effectivement structuré en association parce qu'il y avait une nécessité de structuration en association, tout simplement parce que la promotion artistique a besoin également de la subvention publique, qu'elle soit territoriale, mais également régionale et puis nationale. Donc, il y avait une nécessité administrative à cela. Donc, c'est chose faite maintenant. Ce forum, c'est une opportunité formidable, effectivement, d'abord pour se faire connaître, et puis pour rencontrer également le public et expliquer effectivement à tous nos interlocuteurs très précisément ce que l'on fait et comment cet outil est à leur disposition pour développer leurs activités. Et pour les artistes justement qui voudraient passer par votre association, ça se passe comment ? C'est extrêmement simple. Le plus simple, si vous êtes là aujourd'hui, vous passez sur notre stand. Ceux qui nous écoutent, venez, on sera là jusqu'à 18h. Et puis surtout pour tous les autres, on a un site, donc le Boulevard des Artistes. Il y a une fiche contact. Vous nous contactez, vous nous téléphonez, vous appelez notre directeur artistique, Grégory Constantin. Et puis ensuite, c'est un rendez-vous, c'est un certain nombre de supports, interviews, vidéos qui sont offertes. Et puis ensuite, c'est une adhésion avec un certain nombre de packs de prestations, publi-reportage, 60 secondes chrono, etc. Enfin, on a toute une palette technique qui permet à des artistes aujourd'hui de se faire connaître. Parce que pour avoir fait de la programmation pendant des années, vous savez que quand vous êtes programmateur, ce qui est toujours très surprenant, c'est de voir la faiblesse des kits communication qui sont offerts par les artistes. Souvent, les photos sont de piètre qualité, où il n'y a pas de photos du tout. Les textes sont très, très approximatifs. Donc voilà. Tout ça, c'est des supports techniques que nous mettons à la disposition des artistes pour se faire connaître. Voilà. Et donc, je crois qu'il faut en profiter parce que c'est une structure qui n'existait pas encore au Havre et qui, aujourd'hui, vient remplir un créneau manquant. Et où est-ce qu'on peut vous trouver alors sur ce forum des associations ? Alors nous sommes assez bien placés près de la machine à café et chocolat pour ceux qui n'aiment pas le café ou les excitants d'hiver. Quoi, il y a une machine à café, on me l'a pas dit. Venez donc nous voir, Mathieu, vous serez ravis. Donc on nous a bien placés là et on est à l'entrée de l'hôtel de ville, donc dans le forum avec les 28 autres associations culturelles. Très bien. Eh bien, on peut passer à l'association Fort, du coup, avec Aubery Lecoq. Qu'est-ce que c'est que l'association Fort ? Eh bien, qu'est-ce que c'est que l'asso Fort ? En fait, l'association Fort, c'est une association collégiale qui regroupe elle-même 34 structures artistiques et culturelles. En fait, c'est l'asso Fort, c'est l'asso collégial du Fort de Tourneville. Donc, on a cité tout à l'heure le SEM et le Tetris. Et il y en a bien d'autres, des plus petites, des architectes, des graphistes. On va citer les 34, allez. On ne va pas citer les 34 pour ne pas monopoliser l'antenne. Mais voilà, il y a des écoles de musique, une école de théâtre, des modélistes amateurs, des graphistes, des architectes. En gros, toutes les pratiques artistiques et culturelles, sauf la danse et le cirque, pour l'instant. Et quand on dit association collégiale, c'est-à-dire c'est
quoi votre rôle au sein de ces 34 associations? Alors en fait, chaque association gère son activité, son espace, son budget, voilà, son petit bout de chemin. Et l'association collégiale gère le collectif, le commun et le projet global du fort. Donc quand vous rentrez au fort, vous pouvez voir qu'il y a des aménagements créatifs, vous pouvez entendre ou sentir les moutons, puisqu'on a aussi un éco-pâturage, une bergerie, un jardin public comestible, donc un jardin où tout se mange. Voilà, et ça c'est l'asso fort qui porte ces projets-là pour rendre le quartier de Tourneville plus dynamique, pour rendre le fort plus accueillant, pour valoriser tout ce qui se passe dans le quartier, les associations, les habitants, et aussi inscrire le fort dans un réseau national et international, puisqu'on a des résidences d'artistes internationales. Donc voilà, l'asso fort c'est ça, c'est le projet global, c'est le commun, c'est le collectif, et c'est la relation au public. Alors le fort de Tourneville, il existe depuis très longtemps. 1846 pour être précis. Est-ce que l'asso fort existe depuis 1846? Eh bien non, l'asso fort a été créé en 2015, donc on est tout jeune, on est très actif et on a fait beaucoup de choses, mais on est assez récent. C'est vraiment en 2015 où on a commencé à structurer tout ce qui se passait au fort et à vraiment penser le projet comme quelque chose de collectif et de commun. Mais voilà, il y a des résidents, donc des assos qui sont là depuis plus longtemps que l'asso fort. Et l'asso fort maintenant a pris le relais sur la relation au public et la visibilité du site. Et même question que précédemment, du coup, c'est quoi vos attentes de ce forum aujourd'hui? Eh bien déjà, c'est de faire connaître cet asso fort, puisque le fort est connu, le bâtiment est connu, certains résidents sont connus, mais l'asso fort, il reste encore quelque chose d'assez mystérieux. Et ce qui est compréhensible, puisque le fort de Tourneville, c'est une gouvernance très particulière, un site très particulier, il fait 7 hectares, donc on peut venir voir quelque chose et complètement passer à côté des moutons, du jardin, des aménagements, des ruches, des faucons cresserelles et autres surprises. Et voilà, c'est venir ici, faire connaître ce qu'on fait, faire connaître notre gouvernance qui est très particulière, et puis peut-être trouver 2-3 bénévoles qui veulent bien nous aider avec les espaces verts, avec la relation au public, etc. C'est vrai que dans la table ronde avec laquelle on a commencé, on parlait vraiment d'engagement aussi bénévole avec la jeunesse. Est-ce que les 3 structures présentes du coup aujourd'hui pour la culture aussi recrutent des bénévoles entre guillemets? Je continue de parler et puis après je vous passe la parole. Juste, nous, oui, on prend des bénévoles puisque le fort fait 7 hectares, comme je disais. On est plus de 300 à venir travailler quotidiennement là-bas, mais l'asso fort en elle-même, on est 1 personne et demie. Donc, toute aide est la bienvenue. On a 3 hectares et demi d'espace vert, donc on peut, on fait appel à des bénévoles pour les plantations, l'entretien du jardin comestible, des ateliers, etc. Donc nous, oui, on compte beaucoup là-dessus. Et pour du coup le boulevard des artistes aussi, vous avez des bénévoles? Nous on ne recrute pas des bénévoles parce que nous sommes bénévoles par définition, mais enfin on a également un directeur artistique qui lui n'est pas bénévole, mais voilà, qui est un salarié de l'association. Mais sinon, non, mais tout le monde peut venir. Au contraire, l'association chape des professionnels, mais sinon nous sommes bénévoles, oui, absolument. Très bien. Et puis on va passer au phare avec Laetitia Passard et justement cette question aussi qui va venir un petit peu après. Déjà, qu'est-ce que c'est que ce centre chorégraphique national au Havre, le phare? Alors, comme son nom l'indique, le phare Centre chorégraphique national du Havre, Normandie, s'inscrit dans un réseau de 19 structures nationales. Et le phare est supporté par une association, ce qui justifie également notre présence ici au Forum des associations. Donc 3 missions principales pour un centre chorégraphique national qui sont un peu les mêmes sur l'ensemble des centres chorégraphiques, mais qui le déclinent en fonction de la direction et de l'esthétique de l'artiste qui dirige cette structure chez nous, Emmanuel Waudine, depuis 2012. Donc création et diffusion des pièces de cet artiste, de la direction, qui crée ses spectacles au sein de nos locaux, mais aussi dans d'autres structures nationales ou régionales. La diffusion, dont Yann a parlé, qui est un vrai enjeu aussi de diffuser les pièces. Et puis, comme on a un outil avec 2 studios, deux beaux studios, des appartements qu'on loue aussi sur le parc privé, cet outil est mis à disposition d'autres artistes en résidence. On a 6 équipes artistiques à peu près qui viennent par saison, qui reçoivent une enveloppe budgétaire pour leur permettre de créer leur spectacle. La mise à disposition des studios, la mise à disposition des appartements dont je viens de parler. Également des aides à l'écriture pour des compagnies qui seraient plus émergentes, pour leur donner un coup de pouce aussi, pour pouvoir
amorcer leur projet souvent. Donc trois projets supplémentaires. Donc on a une petite dizaine d'artistes par saison qui sont accueillis en plus du travail d'Emmanuel. Et on a aussi le souci de pouvoir soutenir les artistes de la production, du moment de la création du spectacle, mais aussi dans la diffusion, puisque en effet il n'y a pas de spectacle sans spectateur, il n'y a pas de spectacle s'il n'est pas vu. Enfin voilà, donc Emmanuel a fait le choix de proposer un festival qui a lieu tous les ans, qui s'appelle le Festival Fahrenheit. On va avoir la 9e édition entre le 26 janvier et le 8 février prochain. Et ce sont majoritairement des artistes qui ont été accueillis en résidence chez nous. Et ça permet au public de les rencontrer avec un projet abouti. Il y a des ateliers aussi Voilà. avec le public qui participe. Il y a les Master Phares, je crois. Tout à fait. Alors ça, c'est plutôt le troisième aspect des missions des CCN, c'est-à-dire de rendre visible le travail qui est fait à l'intérieur de nos murs, parfois de manière plus souterraine, et donc le développement de la culture chorégraphique sur l'ensemble du territoire. Et en effet, on donne des ateliers tout public, il n'y a pas besoin de savoir danser, à un prix tout à fait accessible et qui sont le mercredi soir de 18h30 à 20h30 et qui sont menés par les artistes accueillis en résidence. Pas besoin de savoir danser, juste être curieux de découvrir des processus de création. C'est un procédé ludique et très agréable de 2 heures de partage avec l'artiste. Ça, c'est un premier moyen de rencontrer l'artiste. L'autre moyen, c'est d'assister à ce qu'on appelle les appels de phare, qui sont le jeudi soir à 19h. Donc 19h, c'est l'heure de l'apéro. Donc, en effet, on peut voir des répétitions publiques et une manière l'artiste choisit la manière de présenter son travail comme il le souhaite, mais aussi un petit moment de convivialité, si on peut le faire. Tant Covid, on fait comme on peut. Mais voilà, c'est une autre manière de rencontrer l'artiste sans passer par la pratique, parce qu'on sait bien que parfois ça fait peur, la pratique. Donc voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on propose ? Et on a d'autres temps publics, donc le Festival Fahrenheit dont je viens de parler, et puis là plus précisément et dans un futur proche, Phare en famille, un événement gratuit, entièrement gratuit, des spectacles à voir et des ateliers pour petits et grands. À partir de 3 ans cette année, jusqu'à pas d'âge. On est localisé sur le quartier de l'Eure, à côté des docks, et ça nous tient à cœur d'offrir des ateliers, des propositions artistiques aux habitants au début des vacances d'octobre. Donc cette année, c'est 17 au 20 octobre, et c'est ouvert à tout le monde. Voilà. Donc Vous faites aussi partie des structures qui ont dû réinventer un peu leur façon de faire avec la crise sanitaire. Je crois que vous avez délocalisé le studio à un moment donné en extérieur pour une représentation. Alors en fait, c'est les RIM, donc rencontres en interaction qu'on aime. On a aussi un artiste associé qui est la compagnie Shift, et leur projet c'est d'être dans l'espace public en fait. Et donc en effet, on a dû s'adapter à la situation. Ça se passait au mois de juin, donc juste après le confinement. Peu de temps après en tout cas, et en effet on a investi le champ qui est en face chez nous, et il y a un phare virtuel qui a été créé, c'est-à-dire que les espaces ont été recomposés et indiqués par des petits écriteaux, et les artistes investissaient comme ça cet espace, et les personnes qui passaient étaient curieux de voir, et en fait on a vraiment senti que les gens étaient contents que cet espace vert qui est en face. Anciennement, c'était des stations essence pour les Havrais Les 3 stations. Les 3 stations d'entrée de ville, là, qui ont disparu pour laisser place pour l'instant à un espace vert. Et donc, on a investi cet espace-là grâce aux autorisations et à la mise à disposition de la mairie, d'ailleurs, qu'on remercie au passage. Et les gens étaient très curieux et avaient des idées, donc on a recueilli ces idées, etc. Donc oui, on a dû réinventer un petit peu, mais alors, c'est vrai qu'on se méfie un petit peu de cette expression parce que les artistes sont toujours en train d'inventer, donc voilà, on ne peut pas non plus galvauder cette expression, quoi. Du coup, le phare, c'est une activité assez ciblée, hein. C'est vraiment autour de la danse. On a parlé de beaucoup de professionnels. Aujourd'hui, au Forum des associations, est-ce que vous pensez aussi faire venir des bénévoles au sein de la structure, ou justement juste faire connaître aussi, comme on a pu le dire juste avant, l'association? Est-ce que vous faites ? On a peu l'habitude de travailler avec des bénévoles, c'est pas trop dans notre organisation à ce jour, mais rien n'est figé, tout peut changer. Donc on recueille toutes les bonnes volontés des gens qui seraient vraiment, qui auraient envie de découvrir de l'intérieur, notamment sur les temps forts, le Festival Fahrenheit, on a toujours besoin de monde, etc. Donc on est très ouvert à ce que des gens viennent nous rejoindre et comprennent ce qu'on fabrique en étant investis au plus près, quoi.
Tout à fait, c'est tout à fait possible. Mais là, le but du jeu, c'est aussi vraiment de faire passer le message aux personnes que les appels de phare, les masters phares, il y a plein d'activités qui sont tout à fait accessibles au plus grand nombre, bien qu'en effet, on est sur un créneau qui est réputé confidentiel, la danse contemporaine, mais Emmanuel et Solène, donc la direction du phare, a vraiment souci d'être sur la transversalité aussi des écritures. Donc oui, nous sommes sur la création, mais il y a aussi vraiment beaucoup de transdisciplinarité. On est sur une forme de danse qui peut être très en lien avec le théâtre, très en lien avec la musique. Ça peut prendre vraiment des formes très différentes. Donc, soyons curieux. Bah voilà, et puis pour tous les curieux, on n'hésite pas à venir de toute façon au Forum des associations. Les 3 associations présentes autour de la table aujourd'hui sont du coup dans le village culturel, juste derrière l'hôtel de ville. Donc n'hésitez pas à vous balader et à retrouver les petites tentes correspondantes. Oui, on va commencer un petit peu les questions ouvertes et un petit peu plus larges, donc n'hésitez pas à intervenir n'importe qui quand il le veut. On a commencé à en parler de cette période un petit peu particulière qu'est l'année 2020. La culture a été très très malmenée cette année. Depuis le mois de mars, beaucoup d'événements ont dû être annulés. Ça continue. Les spectacles en salle, dits assis, ont le droit de rejouer, sauf en zone rouge ou la distanciation. Bref, vous connaissez très bien mieux que moi. Les concerts debout semblent pour le moment toujours impossibles. Alors on commence à avoir des prospectives de dire que ça ne reprendra peut-être pas avant avril 2021. Enfin, on est dans une complexité, je pense, là pour tous les acteurs culturels très 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 délicate. Qu'est-ce qui peut se passer là, hormis on trouve le vaccin miracle et toute la population est immunisée. Comment vous voyez en fait l'adaptation de la culture à ce monde nouveau que on sait pas trop combien de temps ça va durer? Qui a envie de Allez hop, vous avez 4 heures. Je veux bien commencer parce qu'on s'est posé la question par rapport à Phare en famille notamment, qui va être un événement public dans nos locaux qui sont spacieux mais néanmoins contraignants en termes d'espace. Évidemment, comme tout le monde, les jauges sont très 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 réduites, mais ce qui nous tient à cœur, c'est que ça ait lieu. Donc on a vraiment 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 envie que ça ait lieu, presque même si c'est pour une personne. Donc on bascule d'une logique quantitative dans laquelle nous étions tous peut-être soumis à une logique d'autres quantités. Donc on a envie que ça bénéficie à la qualité et qu'il y ait un rapport privilégié avec le public. Et donc, mais l'important, c'est que les choses puissent avoir lieu, quels que soient tout en garantissant évidemment la sécurité de chacun. Mais donc on adapte les jauges, on vit au jour le jour. On s'avance pas trop, mais notre but du jeu, c'est de faire en s'adaptant, en adaptant les jauges, quoi. Voilà. Nous ne sommes pas trop soumis aux logiques de billetterie puisqu'on a la chance d'être un lieu qui est subventionné et donc on a toujours eu à cœur d'avoir une politique tarifaire d'accessibilité. Néanmoins, la question se posera à un moment donné malgré tout, quoi. Yann, alors ton activité professionnelle, c'est de vendre des concerts. Donc oui, tout à fait. C'est peut-être un petit peu plus compliqué actuellement. C'est très compliqué, effectivement, parce que Laetitia avait raison de dire qu'il y a en France un secteur subventionné, je dirais, continue à avoir sa subvention et pas forcément soumis aux lois, effectivement, de la rentabilité. Mais c'est vrai que les conséquences immédiates en particulier pour les artistes émergents, elles sont extrêmement graves. C'est que la plupart des lieux de diffusion ont annulé, effectivement, à partir du mois de mars, l'ensemble de leur programmation. Les festivals n'ont pas eu lieu, avec souvent des garanties de report de ces concerts sur l'année 2021. Et qui dit report de concert dit que les créneaux qui auraient pu s'ouvrir pour des artistes émergents ne s'ouvrent plus. Donc, pour un certain nombre d'artistes qui doivent soit rentrer dans l'intermittence, soit pouvoir se faire voir, effectivement, ce que disait aussi Laetitia tout à l'heure, si un artiste doit être vu par son public, c'est extrêmement compliqué. Et compliqué également le fait que pour beaucoup de structures privées, parce qu'il n'y a pas que les structures subventionnées, on a beaucoup de lieux de diffusion qui sont des structures privées. Le seuil de rentabilité aujourd'hui, alors soit il y a 2 solutions, soit vous baissez de manière drastique les cachets,
ce qui est jamais une bonne solution pour les artistes, mais qui aujourd'hui est une réalité quand même, hein, je peux vous le garantir, puisque la marge de négociation, en réalité, vous n'avez plus le choix, c'est-à-dire que vous prenez ou vous prenez pas, donc vous avez une négociation pratiquement au coup plateau, quoi. Donc tout ce qui pouvait servir d'une marge qui permettait de réinvestir dans la création de produits culturels, CD, etc. est compliqué. Tous les artistes qui font de la création d'albums, je parle pour la musique, quand vous sortez un album, ce qui a été le cas pour deux groupes que je suis en plein Covid, autant dire que c'est coup d'épée dans l'eau parce la que promotion. la promotion. Aujourd'hui, on sait très bien que les albums se vendent au moment des concerts, donc très difficile là également. Donc oui, on peut dire que je veux dire pour ceux qui sont dans l'intermittence, on a quand même la chance d'être en France avec effectivement ce statut particulier d'indemnisation qui a été reprolongé d'1 an. Mais bon, qui permet effectivement aux gens de s'en sortir plus qu'ailleurs, je dirais in the world, hein, parce que être artiste aux États-Unis, c'est pour les gens que ça fait rêver, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Il y a très peu d'artistes pas tout à fait professionnels aux États-Unis. Voilà. Ils ont souvent un métier à côté. On va dire que tout le monde anglo-saxon, de ce point de vue-là, subit le néolibéralisme là-dessus. Bon, en France, il faut être quand même persuadé qu'on a des systèmes quand même assez, assez féconds de ce point de vue-là. Mais aujourd'hui, effectivement, on peut dire que cette période-là est une période noire. C'est une vraie période noire pour tous les artistes, pour tous les indépendants, puisque les indépendants, effectivement, tous les gens qui font du booking indépendant, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui. Et il y aura probablement une restructuration à l'issue de cette crise, c'est une évidence. Je reviens juste sur Boulevard des Artistes. Ça peut être aussi une alternative au manque, en tout cas l'impossibilité de jouer actuellement, notamment avec les présentations, les capsules, les petits lives enregistrés. Ouais, c'est exactement ce qu'on a fait. On a, pour ceux qui nous ont suivis, par exemple la fête de la musique cette année, qui était aussi très particulière. Sur la fête de la musique, on a diffusé plus d'une vingtaine d'artistes avec des interviews, du live et autres. Bon, voilà, c'est une alternative. Mais les artistes ça leur donne juste une publicité, je dirais, offerte. Mais il n'y avait aucun contrat là-dessus. C'est-à-dire que tous les artistes qui sont produits chez nous, ça leur a pas donné du grain à moudre pour appeler un festival qu'on aime bien. Mais voilà, quoi. Donc c'est pas quand même quelque chose qui peut être suivi. Si les subventions sont pas redirigées effectivement vers les plateformes collaboratives, les réseaux et autres, je dis les subventions qui étaient les subventions du spectacle vivant qui est annulé pour l'instant, effectivement, on va dans le mur. Ouais, j'avais cette réflexion, moi, un petit peu à la sortie du confinement sur l'émergence du live stream, donc les vidéos tout simplement diffusées sur les réseaux sociaux. Et moi, ça m'a généré une certaine peur. Et j'ai eu peur qu'à un moment donné, on connaisse aussi une mutation de la musique live qui deviendrait numérique, comme on a pu le connaître sur le disque. C'est-à-dire quand le disque est devenu dématérialisé, le secteur s'est effondré. Oui. Et moi j'aimais des craintes sur la question du live stream, mais dans les choses qui peuvent nous laisser espérer, vous savez que la vente des vinyles aujourd'hui aux États-Unis est devenue majoritaire. Vient de dépasser la vente de CD. Exactement. La semaine dernière. Ouais, la semaine dernière. Donc c'est quand même des choses qui, moi qui ai connu le vinyle, évidemment, je dirais pas le 78 tours, mais le 33 tours. Bon, c'est des choses qui permettent de revenir sur des fondamentaux, quoi, quelque part. Et ensuite, pour tous les amoureux du spectacle vivant, je crois qu'il n'y a rien qui peut remplacer le contact direct avec des artistes dans l'espace public, sur les scènes ou ailleurs. Je crois que l'émotion qui est partagée là-dessus, puis rien ne vaudra effectivement d'être debout devant une scène et puis effectivement de rester masqué je pense au SMAC en particulier pour toutes ces catégories musicales. Ça va être très très compliqué quand on est barré sur un concert de rester avec un masque et tout. Ça va générer effectivement d'autres choses. Mais je crois que la solution est là. Dans quelques mois, on aura un vaccin. Peut-être que tout cela sera derrière nous. On l'espère. On revient juste un petit peu sur Le Havre. Je vais m'adresser à Aubery, puisque toi, tu es un petit peu la représentante de plein d'assauts, de plein de disciplines culturelles.
tu as eu l'occasion de travailler ailleurs, tu as eu l'occasion de voyager, ça te permet aussi d'avoir un recul sur Le Havre. Est-ce que tu trouves que la ville du Havre est une ville hautement culturelle ? Est-ce que pour toi, il manque des choses ? Alors, Et vous allez pouvoir répondre à tout ça. je trouve que Le Havre a un haut potentiel culturel, pour pas trop me mouiller, mais que actuellement, effectivement, il y a plein de choses encore à mettre en place. Là, pour parler du fort, ne serait-ce que, voilà, on est un lieu à haut potentiel. Je pense qu'on rentre dans les critères de Roselyne Bachelot pour son fameux label. Ah mais justement, j'allais enchaîner là-dessus. Le label de Roselyne. Oui, parce que je sais pas si vous avez vu passer ça dans l'actualité, mais Roselyne Bachelot a annoncé la mise en place. Alors j'ai pas très bien compris. Moi, au début, j'ai compris que ça serait un petit peu comme les villages fleuris, genre t'as une fleur, 2 fleurs, 3 fleurs si t'as plus ou moins de fleurs dans ton village. Donc je pensais que c'était ça, mais a priori, ça ressemble plutôt à capitale européenne de la culture, mais version française à petite échelle. Vous avez regardé un peu ce truc-là ? Qu'est-ce que vous en pensez en fait ? Est-ce que labelliser une ville attractivité culturelle, est-ce que vous pensez que c'est un atout vraiment pour la ville ? Est-ce que ça va faire venir du monde ? Dans quel but ? Dans quel but le gouvernement est en train de réfléchir à ça ? Ça dépend du nombre de villes. Parce que là, de ce que je lisais, c'est vrai que c'est un peu obscur, mais elle parle donc de villes ou de moins de 200 000 habitants. Ouais, de villes ou de territoires. Donc ça peut être des agglomérations. Donc, voilà. Elle parle aussi de lieux. Donc ça peut être soit un lieu, ça peut être soit la ville, soit le territoire. Donc ça paraît quand même un peu flou et ça peut être tout et n'importe quoi. Moi, je me reconnais bien là-dedans, donc je veux bien un label. S'il y a des labels, moi j'en veux bien. Ouais, mais est-ce qu'il y a de l'argent ? Mais voilà, c'est ça. C'est qu'est-ce que ça veut dire au final ? Est-ce que ça va attirer du monde ou pas ? Est-ce que ça a une utilité ou c'est juste avoir une médaille ? J'avoue que je sais pas trop. J'ai pas hyper bien saisi l'intérêt, mais pourquoi pas ? Laetitia ? Je suis comme Aubery, j'ai pas exploré la proposition, mais je suis partagée et je trouve qu'on n'a pas assez d'éléments pour avoir un avis tranché. Toutefois, je me dis que s'il y a une politique comme ça de mener sur une ville qui aurait le label culturel, pour l'avoir, elle aurait, dans l'idéal, des moyens pour le faire, et je me dis que ça peut générer, enfin dans mon monde idéal, qui est peut-être très naïf, mais je me dis que si pour obtenir ce label-là, les villes ou les équipements, il y aurait des moyens de mis à disposition qui permettraient aux artistes de générer une activité, de générer de la création, qui ferait que la ville accéderait à ce label culturel. Donc moi je le vois plutôt que de me dire il n'y a pas d'activité, pourquoi on pense déjà à un label, je me dis s'il y a cette volonté du label, il y a une politique qui permet d'asseoir les choses pour aller vers. Un Donc petit je me dis pouce, un aller vers. Un petit booster Petit culturel. booster. Après tout dépend ce qu'on y met dedans, comment, etc. C'est ça. Est-ce que Le Havre, d'après vous, pourrait postuler à ce label ? Oui, je pense. soyons optimistes. Oui, bien sûr. Bah oui. Et Moi, Tiffany ? j'avais une question, puisque vous êtes tous les trois dans le milieu culturel et vraiment dans des milieux divers et variés, finalement, parce qu'on a parlé de concerts, on a parlé de danse. Au final, au Fort, il y a plein de choses différentes aussi qui se passent. Est-ce que vous pensez qu'avec la crise qu'il y a en ce moment, les associations entre elles doivent aussi se souder peut-être un peu les coudes pour essayer d'organiser des choses et faire en sorte de pouvoir créer d'autres choses et le proposer au public ? Je pense que c'est un temps de solidarité dans tous les cas. Enfin, il faut absolument se serrer les coudes et faire les choses ensemble, à distancer d'1 mètre, mais les faire ensemble. Mais oui, à mon sens, c'est un temps qui est difficile pour tout le monde, quel que soit le secteur. Je pense qu'il n'y a aucun secteur, aucune pratique artistique qui est vraiment épargnée. Donc, c'est un temps de solidarité. Et en tout cas, moi, j'aime le penser comme ça. Et c'est peut-être parce que, voilà, au Fort, on est dans le collectif, le commun et la mutualisation. Et c'est d'autant plus difficile pour nous. C'est que le cœur du projet, c'est le collectif, c'est d'être ensemble. Donc là, évidemment, ça... On prend un coup, mais pour moi, il faut s'entraider et voilà, c'est dans les moments difficiles qu'on connaît ses amis. Merci à tous les trois d'avoir participé. Tiffany, tu voulais rajouter quelque chose ? Non, mais c'est parce que Laetitia allait rajouter aussi quelque chose à ça. Non, je partage encore une fois l'avis de Aubery et on a l'habitude de travailler en partenariat, les lieux les uns avec les autres, mais je trouve que c'est vraiment quelque chose à développer et que ne pas avoir peur de l'autre de manière générale, de se dire qu'au contraire,
l'union fait la force, en effet. Après, je pense qu'on est chacun un petit peu dans nos logiques. Ce qui nous empêche peut-être de développer ça en ce moment, c'est qu'on est dans nos logiques de voir au jour le jour. Ouais. Mais je pense que pour un travail de fond, et ce qui peut transformer l'avenir, et notamment au Havre, c'est justement de sortir de son pré gardé chacun et de se dire que l'union fait vraiment la force et de travailler, développer les collaborations. Je pense que c'est vraiment primordial, et des vraies collaborations, un travail mutualisé ou de calendrier pour que, voilà, je pense qu'il y a plein de choses à inventer à cet endroit-là. Peut-être, du coup, de ce que je comprends de ce que tu dis, peut-être éclater les programmations sur le territoire plutôt que se résigner aussi à sa propre structure. Et puis se dire que ce que fait l'autre peut être complémentaire, venir appuyer ce qu'on fait soi-même, et qu'en le sachant les uns les autres, ça fait ping-pong, quoi, vraiment, et que ça peut nous aider tous, finalement. Très bien. Merci à tous les trois pour cette table ronde autour du vaste sujet culturel qui a été bien malmené durant cette année 2020, mais la culture est toujours là et ne cessera de se réinventer. En tout cas, elle est là avec pas mal de stands présents au Forum des associations, puisque on les voit, il y a une trentaine, je crois, de stands culturels. 28. C'est ça, c'est une petite trentaine. Voilà. Précision suisse. Donc n'hésitez pas, c'est derrière l'hôtel de ville, donc ce qu'on appelle le parvis de l'hôtel de ville, si je me trompe pas. Tout à fait. Ah oui, parce que devant c'est l'esplanade du coup. C'est ça. Yann, tu veux une précision? Rue de la Résistance. Rue de la Résistance. Ah bah. Voilà. Devant les impôts, les Havrais comprendront. On C'était est devant les impôts. D'ailleurs, si vous voulez des petites précisions, point infotrafic, il y a une route barrée, donc le chemin est un peu. Non, c'est la voie des bus qui est barrée. Bah, si vous voulez prendre le bus et passer par là, ah c'est oui, pas c'est possible. vrai. Du C'est coup, vrai. voilà. Ah, c'est moi qui fais l'infotrafic tous les matins à la radio. Donc voilà, on va dire le numéro des lignes qui sont déviées. N'hésitez pas, en tout cas, tous les stands vous attendent pour vous donner plus de compléments sur ce que fait leur structure. Certaines structures d'ailleurs accueillent des bénévoles, donc n'hésitez pas à venir vous inscrire. Et puis c'est toujours bien de toute façon de juste venir voir ce que fait le territoire, ce que propose le territoire au niveau associatif de toute façon. Merci à vous, on vous souhaite une bonne journée, puis on vous laisse retourner du coup à vos petits chapiteaux. Merci de votre accueil. Merci. Et à bientôt. À bientôt. On a parlé du pôle culturel, mais finalement 4 villages vous attendent. On a bien du coup le sport et jeunesse. Là, on avait la culture. On trouvera aussi le patrimoine et les arts vivants. On a l'action et l'insertion sociale, défense des droits et des causes. 4 grands villages vous attendent, que ce soit sur le parvis de l'hôtel de ville, l'esplanade de l'hôtel de ville, à l'intérieur et même au premier étage. Donc de quoi découvrir tout plein de choses. De toute façon, avec Mathieu, nous sommes là... Jusqu'à au moins 16h. Jusqu'à au moins 16h pour vous amener tout ça. Mais on va quand même faire une pause ce midi. Pour aller manger un bout aussi. Le principe de cette journée, Westrack Radio en direct du Forum des associations de la ville du Havre. 4 tables rondes organisées, déjà 2 qui se sont déroulées, que vous pourrez bien évidemment retrouver en podcast sur notre site. Donc on a parlé jeunesse et bénévolat à 10h, on a parlé culture. À 14h, nous parlerons sport, et à 15h, nous parlerons vivre la ville autrement. J'arrête pas de fourcher sur celui-là, ça va être compliqué. Et qu'est-ce qu'on entend par vivre la ville autrement? C'est avec tout le développement durable, les associations qui se mettent en place. L'agriculture urbaine, etc., etc. Exactement. On va faire une pause musicale, et à midi, exceptionnellement, il y aura Viva Culture. Vous n'avez pas pu entendre Viva Culture, l'excellente émission de la MCH, la Maison de la Culture du Havre, qui habituellement est diffusée à 11h. Elle est diffusée à midi, exceptionnellement, puisque nous étions en direct. Il est 11h46, et tout de suite, de la musique sur Westrack. On se retrouve à 4h.